Bon, eh bien, bonjour. Je vais reprendre ce que je disais parce que j'ai coupé l'enregistrement comme un imbécile. Oui, voilà, donc là je continue donc ce moment de parler devant la caméra. Et plus pour pallier une fonction, puisque en fait donc là je suis rentré donc chez mes parents, enfin, chez ma mère. Et puis c'est vrai que le dernier mois là que j'ai passé à Paris du coup, dans la logique du mémoire, je l'ai utilisé à m'enregistrer beaucoup à l'audio. Et j'ai continué aussi un petit peu à l'écrit. Mais à l'écrit, après je me suis dit, ouais, en fait ça serait bien que, là je me disais, il faudrait que je reprenne le mémoire à l'écrit, notamment pour pouvoir développer un ensemble d'idées, de concepts que j'ai essayé de mettre en place et qui expliquent aussi des démarches que j'ai pu faire, que j'ai pu avoir au sein de l'école, au sein de mon travail. Et c'est l'occasion de les plaquer, de les expliquer pourquoi je fais ça, tout ça. Bon. Mais je crois que le problème là-dedans, c'est que finalement, j'arrive pas trop. Parce que dès le moment où j'allume l'ordi, je vais sur internet et je fais autre chose. En fait, j'en étais pas forcément non plus complètement envie parce que j'arrive pas à être complètement dedans. Et puis, il y a le côté que c'est un rapport à l'écran qui tout de suite fatigue les yeux très vite. Et puis hypnotise, donc il y a un état comme ça. Puis je sais qu'en fait, quelque part, que je sais que si j'utilise l'ordi, je vais rester pendant plusieurs heures et puis je vais pas forcément avancer beaucoup. Donc c'est comme si le dispositif ici d'écriture, qui était une écriture pas manuscrite justement, mais avec les doigts comme ça là, était un dispositif qui aliénait un peu le corps, qui empêchait que le corps c'était pas terrible pour ça quoi. Alors que là justement, le dispositif oral fait que je peux développer une pensée à l'oral, la déployer, et même si j'en ai pas, je peux pas la relire aussi vite que je la parle, ça fait que je peux quand même plus facilement voilà, au moins je peux c'est là et ça reste, ça fait quelque chose quoi. Et puis c'est plus facile pour moi en fait simplement, c'est plus pratique et ça fait que je peux sortir tout ce truc là, je sais que c'est archivé quelque part, je sais que c'est là de toute façon, et c'est pas ce format de texte, c'est sous un autre format, un autre médium, mais ça me va très bien. Donc du coup là sur le téléphone, et c'est là que ça a coupé parce que dès le moment où en fait je change de programme, ça coupe la caméra, ce qui est un peu neuneux, mais bon, j'ai pris un peu mes notes, et en fait voilà, là il y a un ensemble je réfléchis à un ensemble de choses qui font écho à ce que j'ai quand même fait, je crois, quelques vidéos vite fait à Paris là-dessus. Quand je parlais du cadre, du rapport d'aliénation entre le spectateur et celui qui produit les images. Et voilà. Et donc là, du coup, c'est aussi parce que en fait, il faudrait que j'ai une feuille pour écrire en même temps. C'est pas mal ça. Quoique, je sais pas. Bon, enfin. Oui. Bon, je vais pas de feuille sous la main, c'est pas grave. Si j'en ai une ici. Hop. Voilà, bon. Déjà, ça faut que je le reprenne peut-être aussi. Donc, à la base, ça parlait du réalisme spéculatif. Enfin, pas du tout d'ailleurs. Non, c'est juste que tout à l'heure, donc je regardais une vidéo de Tristan Garcia, je crois. J'ai pas la référence du coup, mais qui parlait notamment du réalisme spéculatif et qui faisait le lien entre ce qui était de l'ordre du réel et de la fiction, etc. Bon. Donc bon, peut-être que si je la retrouve, je mettrai en lien, mais là, je verrai ça plus tard. Voilà. Et donc du coup, je vais essayer de relier à différentes, à d'autres choses là-dessus, parce que la question du réalisme spéculatif, du coup, a l'air de coller et a l'air de répondre à un ensemble d'interrogations que
que j'ai essayé de mettre en place, notamment dans le rapport au bilan et à la production au sein de l'école d'art. Bon, donc, bon, déjà j'ai noté, je vais dire quelque chose, j'ai noté l'idée d'objet distribué. Donc voilà, c'est un concept que je propose comme ça, objet distribué. Objet distribué qui en fait quelque part même si j'ai pas trop creusé son truc, mais il y a un mec, alors je sais plus qui c'est, je retiens le nom de Paul Jorion, mais je crois que c'est pas lui du tout, je crois que c'est absolument pas lui. C'est quelqu'un qui parle du concept de hyper-objet. Peut-être que c'est là dans le même mouvement que le réalisme spéculatif, je sais pas, mais et le terme de hyper-objet, c'est de dire que les objets aujourd'hui, enfin, il y a des objets qu'on a du mal à penser, parce que ce sont des objets qui sont éclatés, éparpillés un peu partout, et comme par exemple, voilà, le réchauffement climatique, on ne sait pas où est-ce qu'il se situe, il se situe un peu partout, il a plein d'applications, il est relié à plein de choses, et pour autant on peut le nommer, mais on ne sait pas trop ce que c'est, on ne peut pas le toucher, c'est un peu impalpable, et donc du coup c'est un hyper-objet, c'est un objet qui est pas comme un objet physique et localisé, mais au contraire qui est diffusé. Donc du coup on a du mal à le saisir, quoi. Et donc du coup à le conceptualiser, donc il faut à le conceptualiser et à le sentir, quoi. Et il faut arriver à pouvoir le sentir. Bon, alors, moi j'avais utilisé le terme d'objet distribué parce que je me rendais compte que des fois je travaille sur les choses sur lesquelles je me penche, des fois, eh bien, je peux pas les intégrer au sein directement d'une exposition, d'un bilan, ou même des fois en parler difficilement, parce que du coup, parce que je peux pas le montrer, puisque justement ça rentre un peu dans ces trucs-là, c'est-à-dire ça rentre dans ce genre de comment je peux montrer un réchauffement climatique, c'est compliqué. Je pense à un mec, alors je sais plus qui, c'est un mec qui fait partie de l'art conceptuel, je sais plus qui c'est, mais bon, on pourra le retrouver facilement, qui a lâché, j'y pense comme ça, hein, qui lâche sa performance, c'était de relâcher du gaz carbonique, peut-être, je sais plus ce que c'était, ou de l'azote, voilà, de 7 mètres cubes d'azote dans l'air. Voilà, donc du coup l'azote se diffuse un peu partout, et puis et donc du coup il y a un côté un peu invisible, enfin en tout cas c'est là quand même, il y a quelque chose qui a été fait, il y a une action qui a été faite, mais finalement cette action-là elle est tellement diffusée un peu partout qu'on a du mal à voir les effets, parce que c'est presque imperceptible, quoi. Et pourtant c'est là. Donc j'imagine un peu un truc comme ça. Bon. Et en fait je me dis, ces objets distribués là, sans forcément penser le réchauffement climatique ou quoi, c'est des choses aussi qui existent depuis très longtemps, qu'on a déjà pensé depuis très longtemps. Et notamment c'était aussi parce que, par exemple, une vidéo. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une vidéo? C'est comme si une vidéo, il fallait que dans un musée, dans une exposition, on puisse la voir et qu'elle soit projetée comme vidéo, etc. Mais une vidéo qui est stockée sur un serveur, par exemple, elle est là, mais elle existe en tant qu'information sur un serveur. Et une fois qu'on va se connecter à ce serveur-là, il y a tout un protocole qui va envoyer la vidéo sur un écran, et on va pouvoir la voir depuis cet écran-là. Donc en fait, la vidéo, il n'y a pas besoin qu'elle soit localisée à un endroit dans un dispositif avec une clé USB et qu'elle soit autonome, qu'elle soit entre guillemets dans une œuvre comme ça, mais elle peut être tout à fait éclatée, en fait. Voilà, elle peut être partagée, et notamment une vidéo qui est en Creative Commons, elle va justement pouvoir être partagée comme ça, et donc c'est comme si elle va être distribuée dans plein d'endroits. Mais ce qui va être distribué, c'est pas uniquement la vidéo comme originale, ça va être toute la vidéo, enfin l'information de la vidéo, toutes ses copies et toute l'infrastructure sur laquelle elle se déploie. Et c'est un peu tout ça, du coup. Une vidéo, je sais pas, une vidéo qu'on va mettre en ligne, la vidéo va être sur le serveur en même temps que sur tous les écrans, et on peut se dire aussi en même temps que dans la rétine de tous les gens, en fait, quelque part. Si on la considère comme information, cette information-là, elle est aussi dans les perceptions des gens aussi, qui vont y avoir accès. On peut dire pareil on peut dire par exemple, un mot. Un mot, est-ce que ça existe comme objet? C'est compliqué, on ne peut pas dire qu'un mot, il y a un endroit où est-ce qu'il se situe.
Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas une exposition où on expose un mot comme une œuvre d'art, comme ça, comme une œuvre. Non. Cela dit, inventer un mot, c'est quand même inventer quelque chose. C'est inventer un concept et relier un ensemble de signes, un ensemble de sons à quelque chose qui va être signifié. On peut dire aussi un concept, ça peut aussi passer. Hein. Un concept, c'est aussi un peu comme un mot, quoi. Et ça va être un ensemble de connexions neuronales, voilà, qui va qui va pouvoir se transmettre à travers la parole, à travers donc le corps, puis le son, puis l'oreille de quelqu'un qui va le recevoir, puis le corps, puis son système neuronal qui va réinterpréter le concept un petit peu différemment. Et ça peut être plus compliqué parce que si on envoie ça à travers une lettre, à travers un écrit, à travers tout plein d'actes de langage, enfin de médiums de langage que sont l'écrit, que sont l'écrit numérique, que sont des choses comme ça, ça va transvaser toutes ces choses-là. Donc en fait, un concept, il est inscrit dans la mémoire de chacun et et c'est transmis par le flux, en fait, par un ensemble de manières de transmission, en fait, par tous les canaux de communication qui pourront être utilisés entre les mémoires. Et ça veut aussi des mémoires artificielles, par ailleurs. Donc en fait, le mot, il existe, mais dans toutes ces choses-là. C'est pas un objet qui est à un endroit donné, c'est un objet qui est distribué entre toutes ces mémoires. Et si, à un moment donné, le mot n'existe plus dans les mémoires, et bien du coup, il est plus localisé, il n'existe plus, le mot. En tout cas, il n'a plus de... Voilà. Et en même temps, même le mot, on pourrait se dire aussi que à chaque fois qu'il est transmis, il est un peu modifié, il n'est plus tout à fait le même, les connexions ne sont pas tout à fait les mêmes, donc du coup, il est toujours en train de se transformer et de se réarranger. Voilà. Et donc du coup, je trouvais quelque chose d'assez intriguant pour se dire comment ces choses-là, on peut les faire exister, les comprendre, les créer, et comprendre aussi que du coup, elles peuvent pas être mis dans un seul endroit. Ça serait ridicule de dire il y a un mot, il y a un concept, mais il n'apparaît que dans un livre et ce livre on va l'exposer, mais il reste que là. Tout comme dans une œuvre d'art, il y aurait quelque chose qui ne serait que dans l'œuvre d'art et qui reste là. En fait, c'est intéressant que quand ça circule justement. Et ce qui peut être vu, c'est justement toute cette circulation qu'il y a, qui n'est pas simplement liée à un objet fini, mais que en fait cet objet est toujours en train de se déployer et de se démultiplier. En fait, et jusqu'à ce que justement il n'y ait plus une seule occurrence de lui ou qu'il soit tellement différent de ce qu'il était au départ que finalement il est autre chose. Mais en même temps, il est toujours en train de se transformer aussi. À moins qu'il y ait justement des instances qui le cadenassent. Bon. Bref, donc là, il y avait un petit peu cette idée-là. Donc voilà, donc je parle d'un objet distribué, mais peut-être que le terme d'hyperobjet convient aussi bien, je ne sais pas. Voilà. Il y a comme d'une distribution. Il y a l'idée d'un truc qui se distribue comme ça. Bon. Donc, objet distribué. Il y a l'idée d'un plan complexe. Alors, est-ce que ça j'en parle maintenant ou pas Disons que, bon, donc dans l'objet distribué, il y a un côté multidimensionnel, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque part, l'objet peut être un peu partout. Enfin, il y a un côté où c'est pas quelque chose qu'on peut déplacer dans un musée, justement. C'est quelque chose qui justement, est inscrit dans des infrastructures, mais ces infrastructures, en même temps, le musée est aussi une infrastructure, quelque part, mais il est inhérent à cette infrastructure, quoi, quelque part. On peut pas le déplacer. On pourrait se dire aussi, qu'est-ce que c'est qu'une rumeur ? Qu'est-ce que c'est qu'un mythe ? Bon, un mythe, on peut pas l'exposer. On peut en exposer une représentation, mais le mythe lui-même, qui se perpétue, qui se performe et qui se transmet, il se transmet justement dans les mémoires de chacun, dans les gestes, dans les actions, dans les formes, et c'est tout ça un petit peu. Donc du coup, le mythe lui-même, vraiment, lui ne peut pas s'exposer. Il est déjà là, il est déjà dans les choses elles-mêmes. Et pour autant, il existe, et pour autant, il pourrait aussi disparaître aussi. Bon, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Bon, je vais revenir sur le réalisme spéculatif. Il y a un truc qui me plaisait beaucoup, dont parlait Tristan Garcia, c'était que
il y a une définition du réel contemporaine. Alors, il disait, bon, chez Lacan, le réel, ça serait l'impossible. Bon, j'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire. Ou sinon, le réel, ça serait, je sais plus quoi. Bon, ce serait, oui, voilà, il y aurait la réalité et on ne pourrait connaître la réalité que, on ne pourrait connaître qu'une partie de la réalité. Et donc, du coup, la réalité, c'est que ce qui nous apparaît quelque part. Ça serait le réel. Ce serait les anciennes considérations du réel. Et en fait, justement, dans l'idée que donc les nouveaux réalistes, le réalisme spéculatif, considèrent que justement, cette pensée-là, elle vient d'un principe qui aurait constitué la modernité, qui serait le corrélationnisme, dans lequel il y a un observateur, donc le sujet, qui observe les objets, et qu'il y a des choses qu'il peut voir de la réalité, et d'autres qui ne peuvent pas voir de la réalité, donc du coup, on ne s'occupe pas de ce qu'il ne peut pas voir, parce que ce qui compte, c'est uniquement ce qu'il peut voir. Voilà. Si je vois, il y a une partie de la chaise que je peux voir, et puis il y a une partie de la chaise que je ne peux pas voir, je n'y ai pas accès parce qu'elle n'est pas dans ma perception, elle n'est même pas accessible, elle n'est même pas lisible, donc du coup, quelque part, je m'en occupe pas. Bon. Je m'intéressais uniquement à la partie que je peux voir. Et quelque part, la réalité, en tout cas le réel, ce sera que cette partie-là. En tout cas, ce sera, voilà, comme si le monde n'existait pas sans nous. Ou alors, si jamais il existe sans nous, quelque part, on s'en fout parce qu'on ne peut pas savoir. Donc, bon. Et ben, dans le principe du réalisme spéculatif, ils disent, bah non, justement, le réel, c'est ce qui n'a pas besoin de nous. Le réel, c'est, donc il y a une partie, on envoie une partie, hein, mais il y a une partie qu'on ne voit pas. Et cette partie qu'on ne voit pas, il faut qu'on en prenne compte aussi. C'est-à-dire que il y a une relation entre le sujet, entre l'observateur, le sujet et l'objet, entre la subjectivité humaine et l'objet, mais il y a aussi des relations entre les objets. Et c'est une relation qui est différente, mais qui est aussi une relation et qui est tout à fait droit de citer aussi. Voilà. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de subjectivité humaine, il faut juste dire que la subjectivité humaine fait partie d'un type de relation aussi qui peut être pris en compte. Donc l'idée de... Voilà, bon. Et... donc moi j'aime beaucoup cette idée. Alors en fait j'aime beaucoup cette idée-là, mais il faut peut-être que j'explique un peu pourquoi, parce que en fait je crois que je vais refaire cette vidéo parce que faut que je dorme en fait, parce que je marche pas très bien. Bon, tout ça part un peu de la question du bilan aussi. Enfin, je le fais dans le désordre. Je fais quand même dans le désordre. Moi je parle de Romain Gori aussi. Bon, cette question de l'observateur. En fait, dans le bilan, je me suis posé cette question-là. Je me suis dit que, donc en école d'art, il y a des bilans. Donc ça qu'on doit, il y a des sortes de contrôles qui durent à peu près une demi-heure et dans lesquels on doit exposer dans un espace notre travail. Bon, et en fait, moi, assez vite, ça m'a gêné ce truc-là. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus sympa qu'une autre évaluation, hein, mais le fait de le considérer comme quelque chose de normal, de pouvoir montrer tout ce qu'on fait, de pouvoir... Ça m'a gêné parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce mode-là n'était pas simplement un endroit où on pouvait montrer notre travail, mais d'une certaine manière, ça le conditionnait aussi. Pourquoi et comment? Déjà, c'est pas... Le bilan est un moment où on va être contrôlé, que ce soit comme un contrôle. Donc on va, si on ne présente rien, ou si on ne présente pas ce qui est ce que les autres veulent voir, on va dire, en tout cas si on ne présente pas quelque chose qui soit suffisamment convaincant pour le jury qui va pouvoir noter ça, on ne va pas passer l'année. On va redoubler l'année, ou on va avoir... Voilà. À l'inverse, si on montre quelque chose qui va bien plaire, on va avoir une bonne note, on va avoir de la reconnaissance et on va être bien vu. Et évidemment, en tant qu'être humain, en tant que subjectivité humaine, dont je fais partie, eh bien, si je sais que je vais plaire, eh bien, je vais aller plutôt dans cette direction, et si je sais que quelque chose va déplaire, je vais éviter ça. Sauf si j'ai l'esprit, justement, de contradiction, que je vais faire l'inverse. Mais en tout cas, évidemment, si je déplais, si je vais faire un truc qui va déplaire, ou si je fais un truc
quelque part, ne peut pas être montré dans le cadre du bilan, enfin, si je fais quelque chose qui il faut que la chose soit bien vue par le jury. De manière. Voilà. Sinon, ça fait que forcément, ça me met tout de suite en danger. Donc, et si moi, par exemple, je veux avoir mon diplôme ou quoi, ou simplement je veux continuer à travailler dans l'école l'année prochaine, pour des questions, par exemple, simplement matérielles, eh bien, du coup, ça devient beaucoup plus compliqué de faire quelque chose qui déplaît. Il faut que je fasse quelque chose que je puisse au moins expliquer, que je puisse au moins rendre accessible ou quoi, ou que je puisse quelque part justifier quelque chose qui puisse être vu, on va dire, être vu par le jury, être vu au moment du bilan, être bien vu dans un sens, mais même déjà avant d'être bien vu, il faut être vu. Voilà. Donc moi le problème, ce qui m'a posé, c'était surtout quelles sont les normes qui régissent ce bilan-là, puisqu'il y a des gens qui sont exclus, il y a des gens qui, même si moi maintenant, apparemment, les dernières années, apparemment, les dernières années, il n'y avait pas de... qu'il n'y avait pas de personnes qui étaient... mais... qui a doublé ou quoi, mais... c'est bon. Il y a déjà une question de normes, c'est-à-dire de dire sur quoi on va juger pour considérer qu'un travail est suffisant ou pas. Donc ça, c'est un petit lien. Mais c'est même pas ça dont je veux parler. C'est autre chose. C'est-à-dire que enfin, c'est un petit peu le même phénomène. C'est-à-dire que pour le candidat, réussir cet examen, c'est nécessaire. Et donc ça veut dire aussi que le fait que le jury approuve ce qui est montré, c'est aussi nécessaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le candidat est dépendant du regard du jury. Ça semble, jusque-là, ça semble assez évident. Je pense que c'est pas non plus un truc, non. Et même si le jury est très gentil, ça n'empêche que ce rapport de dépendance, il existe aussi. Tout comme, c'est un peu il y a la dialectique du maître et de l'esclave. L'esclave, dès que le maître est très gentil et qu'il offre des cadeaux à l'esclave, ça n'empêche que c'est un maître et que quand il veut, il peut virer l'esclave. C'est ce rapport-là qui se construit dans le cadre d'un bilan. Alors, et c'est pas pareil que dans le cadre d'une exposition. Dans une exposition, par exemple, les artistes s'exposent, mais ils ne sont pas dépendants. Ils peuvent l'être aussi, d'autres manières, il y a plein de manières d'être dépendants de ça, mais ils ne sont pas dépendants de la même manière, en tout cas, des spectateurs. Les jurys ne sont pas des spectateurs. Ce pas des spectateurs comme les autres, puisque ce sont des spectateurs qui délivrent un prix. Et ce prix, c'est le diplôme, justement. Par exemple, le diplôme ou le passage à l'année supérieure, ou aussi de la reconnaissance, ou beaucoup de choses, mais institutionnelles. Mais en tout cas, voilà, il y a un peu quelque chose à gagner, quoi. Et aussi quelque chose à perdre. Donc du coup, ça conditionne beaucoup ce qu'on peut montrer. Bon. Donc évidemment, s'il y a quelque chose que je sais délibérément que le jury va mal le voir, on va dire, je ne vais pas le montrer. Ça va être mal vu. Mais du coup, en même temps, ça fait que ce que je montre, je le montre pas parce que je pense que c'est important, ou je le montre pas parce que moi j'aime le montrer. Je le montre parce que je sais que ça va. Je le montre pour le jury, quelque part. Donc quelque part, celui qui. Alors évidemment, je le montre pas. Ça dépend évidemment de ce que moi j'imagine, de ce que veut le jury, etc. Mais il y a ce truc-là qui fait que il y a ce qui est fait n'est pas fait parce que ça vient de moi et que ce n'est juste l'émanation de moi. C'est fait parce que quelque part, ça va bien passer pour le jury. Donc il y a une aliénation ici qui vient du regard de l'autre, qui vient du spectateur, en tout cas du jury. Et pourquoi? Parce que je dépends de ce regard-là.
Et c'est tout à fait logique. Si j'ai par exemple j'ai des parents qui sont contents quand j'ai des bonnes notes et qui sont contents quand je range la table et que moi j'ai absolument besoin de leur amour et que du coup je range la table, mais je range la table parce que ça me plaît, je range la table parce que c'est eux qui le veulent, même si eux ont l'impression que moi je le fais délibérément parce que j'aime ça. Bon. Donc c'est un petit peu ce rapport là et qui fait que quelque part il peut pas y avoir vraiment complètement on va dire ce truc là c'est un rapport, il y a un rapport de regard, il y a un rapport de communication. Il peut pas y avoir une communication qui soit juste, qui soit on va dire complètement libre et désintéressée, puisque là justement il y a quelque chose qui a gagné, donc du coup il y a un intérêt. Et moi c'est ça qui me gêne, c'est que ce truc là il y a un intérêt là-dedans. Alors ça c'est le petit 1, c'est-à-dire que il y a l'intérêt. J'ai pas les. Je pense qu'il faudra que j'en fasse cette vidéo parce que j'ai un peu mal. J'arrive pas à mettre tout dans la tête en même temps. Bon, c'est aussi quelque chose qu'on trouve du coup chez Roland Gori. Roland Gori qui s'inspire beaucoup de Foucault et qui lui parle de la société des imposteurs. Il dit qu'on est dans une société où de plus en plus, où les modes d'évaluation deviennent systématiques, il dit c'est normal d'évaluer dans une certaine marge parce qu'on évalue de manière un peu subjective, etc. Mais là il dit que les évaluations maintenant sont devenues très formalisées, protocolaires, et que du coup ça construit des normes de manière assez directe, assez violente, et que du coup le fait qu'on évalue tout le temps selon des critères arbitraires, protocolaires comme ça fait que les gens qui dans cette évaluation-là ne rentrent pas dans la norme vont être mis de côté, et puis ceux qui rentrent dans la norme vont être valorisés. Donc du coup les gens vont tout faire pour être valorisés. Enfin, disons que si on veut réussir dans la vie, donc du coup il faut ne pas être authentique, il faut être un imposteur. Il faut rentrer dans la norme, même si quelque part on n'en est pas du tout dans la norme. Donc du coup, ça fait que ceux qui vont réussir, ça va être les gros imposteurs. En tout cas les imposteurs, ouais. Ceux qui vont réussir à être imposteurs. Et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que quelque part, alors bon, évidemment les jurys sont pas non plus neuneux et puis ils peuvent le voir aussi, mais dans un cadre comme ça fait aussi que si les cadres d'évaluation sont protocolaires ou sont en tout cas rentrent dans une certaine marge, ça fait que ceux qui vont pouvoir passer l'évaluation, soit c'est des gens qui en effet leur travail colle comme par hasard avec justement ce qu'on leur demande, donc ça c'est super, soit c'est des gens qui justement vont être des bons imposteurs et qui vont faire ce qu'on leur demande aussi. Et en même temps, c'est le seul moyen aussi, en tout cas c'est un moyen de pouvoir se défendre là-dessus. C'est juste un mécanisme de défense, l'imposture. Bon. Voilà. Et alors, donc ça passe du coup par la question, on va dire, de la subjectivité simplement du jury. Donc c'est-à-dire qu'il y a un cadre du jury qui est ce qu'il accepte ou pas de voir, en sachant aussi que, comme en tant qu'étudiant, en tant que candidat, on ne connaît pas à l'avance forcément ce que va apprécier ou pas le jury, on ne sait pas quelles sont ses limites, qu'est-ce qu'il peut faire ou pas. Donc du coup, il y a tout un spectre qui fait que on peut plus ou moins anticiper à quelle marge on peut être radical, mais on ne sait pas à quel point la radicalité va pouvoir. Voilà, est-ce que le jury va pouvoir assumer une radicalité ou des formes. Voilà, quelle est la marge un petit peu, quelle est la marge de tolérance en fait un peu du jury. Et c'est vrai forcément c'est que plus on mise sur une marge de tolérance grande, plus on prend ça en danger, parce que peut-être qu'en face de nous on aura des gens qui seront beaucoup plus obtus par rapport à ce qu'on propose, et que du coup la communication ne pourra pas passer à ce niveau-là. Bon, ça c'est simplement lié à une question de tolérance du jury, et encore je trouve que bon, en école d'art c'est justement un endroit où il y a quand même une grande tolérance, mais ça n'empêche que le mécanisme reste le même. On est dans un système, dans un rapport qui conditionne quand même cette même dépendance-là. Et ça fait que dès qu'il y a des gens qui ne passent pas le bilan, moi je me dis mais où ça coince? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que justement ils étaient en dehors de la tolérance du jury? Sur quoi le jury s'est basé pour faire ça? Sur quelle épistémologie il a pu dire que c'était pas cohérent et tout. Bon. Et donc du coup c'est vrai que pour ça aussi que j'étudie un petit peu les modes de notation, parce que je comprends pas en fait comment on peut. En fait il y a aucune base solide sur laquelle noter les bilans,
puisque ça se lit sur, on entend les termes de qualité. Donc ce qui est noté, c'est la qualité, hein, la qualité des matériaux utilisés, la qualité du discours. Donc bon, c'est ça qu'on constate qu'il y a un discours. Et même aussi, on pourrait dire, voilà, bon, en effet, c'est vrai que le discours est un moyen de rabattre. C'est-à-dire que tout ce qu'on montre, on peut le rabattre avec le discours dans le cas de tolérance du jury. Mais ça veut dire qu'en effet, en fait, le discours est là pour créer un palliatif, pour réduire la distance, en fait, pour faire un pont entre ce qu'on produit qui va être en dehors de l'acte de réception du jury, mais qui va pouvoir faire une distance avec ça. Enfin, qui va pouvoir expliquer cette distance, amener la distance. On va pouvoir amener la subjectivité du jury jusqu'à l'autre. Chose qu'on fait aussi dans la médiation culturelle. La médiation culturelle est une manière de pouvoir amener l'esprit de personnes jusqu'à le truc pour qu'ils puissent se rendre compte, dire ah c'est bon, je tolère. Je tolère parce que je le comprends, parce que le discours a permis de faire un pansement. Mais finalement, c'est pour ça aussi que dans l'art contemporain, il y a plein de pansements partout, il y a plein de discours, parce qu'en fait, les choses sont éloignées, mais plus elles sont éloignées, plus il y a besoin de discours pour le ramener au centre, parce que ce centre-là, c'est toujours la même chose, c'est l'aliénation qui est liée au spectateur. Si le spectateur ne comprend pas, en fait, le truc n'a pas le droit de citer, ça ne peut pas marcher. Et on considère comme normal que les choses doivent être saisies par... Tout tourne autour du spectateur, en fait. Tout tourne autour de lui, et c'est lui qui décide un petit peu qu'est-ce qui est acceptable ou pas. Bon. Donc voilà, donc là on est là. Bon. Et moi il y avait un truc qui m'avait fait tilter aussi, il y a Deleuze qui parle des sociétés de contrôle. Et justement, c'est qu'il disait que voilà, de plus en plus on allait... on quittait les sociétés disciplinaires avec une répartition très stricte des rôles de chacun dans des établissements, et qu'on allait vers des sociétés de contrôle, où justement on allait chacun allait se contrôler et que du coup l'aliénation elle allait se faire de manière horizontale comme ça, par le contrôle, par la mesure, par les statistiques, etc. Un truc qu'on trouve aussi dans la zone du dehors de Alain Damasio, dans une certaine mesure aussi, parce que c'est beaucoup inspiré de ça. Et moi je me suis dit, mais ouais, mais en fait c'est ce qui se passe dans le cadre d'un jury. Dans le cadre d'un jury, dans le cadre d'une exposition qui est notée, qui est évaluée, etc. Mais comme dans un contrôle aussi de mathématiques ou de n'importe quoi, hein, mais bon, dans un jury c'est un peu la situation limite, on va dire. Il y a le même mécanisme, en fait, le même mécanisme où il y a un spectateur et quelqu'un qui produit des images. Et quelqu'un qui les reçoit, et celui qui reçoit les images va juger ces images-là, et donc du coup lui va dépendre du spectateur, quoi. L'artiste, on va dire, en tout cas le producteur d'images, va dépendre de celui qui les reçoit, parce que celui qui compte c'est celui qui les reçoit. Et on voit aujourd'hui des gens qui vont noter des prestations, qui vont noter les consommateurs, parce que c'est le même rapport, un producteur-consommateur, c'est pareil, c'est assez proche, qui vont noter, je vais noter un Uber, par exemple, donc je vais noter en fait une prestation d'un travail, et ce travail-là, en fait, ce que je vais noter, c'est l'image du travail, voilà. Tout comme je vais noter, je vais par exemple consommer une marchandise, et je vais noter cette marchandise-là, donc du coup, je vais je sais pas moi, voilà, une marchandise ou un service, n'importe quoi, mais je vais par exemple dans un restaurant, je vais mettre 4 étoiles dans un restaurant sur 5, et bien ce que je note, c'est l'image du travail des serveurs, des gens qui ont fait la déco, des gens qui ont fait la cuisine, etc. Et quand je note une fourchette ou une cuillère, comme ça, je dis tiens, ça vaut 4 sur 5, et je compare comme ça les produits, je compare en fait des marchandises aussi, mais les marchandises c'est l'image du travail, c'est l'accumulation du travail vivant dans un travail mort. Bon, si on reprend un peu le truc de Marx, mais c'est surtout l'image de ça, c'est l'image de, c'est ce qui va produire la production d'un travail, et donc du coup son image. Et en fait, ce qui se passe là-dedans, c'est que justement, comme la société de l'imposteur c'est celui qui ne va pas avoir, quelqu'un qui ne serait pas un imposteur, ce serait quelqu'un qui il est quelque chose, et de ce qu'il est sort une image qui est le décalque de ce qu'il est, qui n'est qu'une image, qu'une représentation qui est voilà, bon. Et en fait l'image est la conséquence de ce qu'il est, elle est contingente, c'est-à-dire qu'elle pourrait être c'est-à-dire que l'image pourrait être autrement, ça va pas changer ce que ça va. Si
moi je suis d'une certaine manière, mais ce que je renvoie comme apparence va pas changer ce que je suis. Voilà. Alors que l'imposteur, c'est l'inverse. L'imposteur, ce qui compte, c'est l'apparence. C'est-à-dire que l'imposteur, c'est d'abord une apparence, c'est d'abord une image, et ensuite, ce qu'il est va essayer de se calquer par rapport à cette apparence, par rapport à cette image-là. Parce qu'il est dépendant de son image, et que du coup, il ne peut pas se permettre d'avoir une autre image. Voilà, et moi, c'est ce truc-là qui me fait très peur, parce que je me dis, mais du coup, quelque part, ce qui compte là-dedans, c'est les images. Ce qui va prendre du poids, c'est les images. Et que du coup, on va plus être des choses qui vont renvoyer des images, mais on va être des images, et on va s'adapter à ces images-là. Alors du coup, on va se dire, mais quelque part, quelles sont ces images-là auxquelles on est obligé de s'adapter? Quelles sont ces images-là qu'on est obligé de produire? Bon, eh bien, il y a les images donc, qui sont celles donc, qui vont pouvoir être plus ou moins acceptées par la personne qui regarde, et sur lesquelles on est dépendant. On n'est pas obligé d'être dépendant, hein. On peut très bien se dire que on est complètement indépendant de son produit. Mais ça, je pense que c'est en fait... parce que toutes ces choses-là, je le réfléchis aussi parce que je crois que c'est ce qui est lié intrinsèquement à une conception du capitalisme. C'est vrai que ça serait une ontologie du capitalisme et qu'on trouve, en fait, notamment il y a une phrase chez Debord qui est, parce que j'ai du mal à comprendre ce concept-là très vaseux de spectacle, mais il dit, le spectacle n'est pas un ensemble d'images, ce n'est pas un rapport entre des images, mais c'est un certain rapport social véhiculé par des images. Donc comme je le vois, c'est-à-dire que, on pourrait le voir comme tel, c'est-à-dire, là, qu'est-ce qui se passe dans ce cadre-là? On a un rapport social, c'est-à-dire que moi, par exemple, pour avoir mon diplôme ou quoi, ou même aussi pour avoir de l'argent, on pourrait dire, hein, c'est-à-dire que j'ai besoin de rémunération, j'ai besoin de survivre avec un diplôme ou avec de l'argent ou n'importe quoi. Bon, je vais devoir passer par une médiation qui va être, je vais produire des images, ou je vais produire de la marchandise, mais la marchandise, c'est de l'image. Hein. Enfin, ça, peut-être que je fasse un truc là-dessus, mais parce que bon, Marx et Debord ont l'air de dire un truc un peu similaire là-dessus. C'est la marchandise, c'est de l'image aussi, et l'image, c'est de la marchandise du coup un peu. Mais enfin, ça dépend comment c'est fait, mais bon. Et cette image-là n'est pas juste désintéressée. Cette image-là, il faut qu'elle plaise, il faut qu'elle corresponde au désir de celui qui va la regarder, d'une certaine manière. Même si c'est pas forcément un plaisir ou quoi, mais il faut que ça corresponde à une envie de la personne pour que justement j'ai un diplôme, une rémunération, un truc comme ça. Et tant qu'il y a ce truc-là, ça fait que du coup, si moi je peux pas avoir de l'argent tout seul ou un diplôme tout seul ou un truc comme ça et que j'en ai besoin et que c'est vraiment un besoin de moi, je vais dépendre de l'image que je vais donner. Et donc du coup, je vais dépendre du désir de celui qui va l'apprendre, de ses désirs, ou de sa tolérance, ou de sa marge d'action, etc. Donc ça, c'est un premier point, donc de ce que... Mais, donc de sa subjectivité, entre guillemets. Mais il ne s'agit pas ici d'accuser la subjectivité, parce que il n'y a pas que ça. Il y a aussi, et moi c'est même plutôt ça donc, que j'essaie de pointer maintenant, parce que la subjectivité, bon, c'est la subjectivité en tant que telle, c'est pas très grave, bon. Mais c'est surtout aussi les conditions mêmes d'apparition de l'image. Et je me dis, peut-être que c'est ça qui permet aussi de comprendre un ensemble de phénomènes qui fait que quelque part, ce qu'on voit du monde n'est possible que parce que c'est là qu'apparaissent les images où ça apparaît, quelque part. Bon, c'est pas très clair, mais dans le sens où le monde de l'art qui serait censé représenter le monde, en fait, ne représente que ce qu'il peut en représenter. Ne représente que ce qui lui apparaît à lui. Et justement, toute la partie qui ne lui apparaît pas, il ne peut pas y toucher, il ne peut pas l'envisager, mais donc du coup, ça n'est pas confronté à cette image-là. C'est pas clair ce que je dis, faut que je le reprenne. C'est-à-dire, bon, bref, reprenons par rapport au bilan. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Le bilan, donc, c'est un moment avec des contraintes particulières qui font que ce que je dois le montrer pendant à peu près une demi-heure, dans un espace consacré que je peux choisir quand même, mais bon, qui n'est pas non plus trop loin de l'école, avec un jury particulier, donc je connais pas à l'avance, enfin, en tout cas, j'ai pas eu de relation avec eux directement, bon voilà, enfin, une ensemble de choses comme ça, bon,
c'est aussi en journée, c'est lié à une horaire assez précise, même si on peut s'arranger un petit peu, mais voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe si par exemple, enfin, il y a un ensemble d'objets et d'œuvres là-dedans que moi je peux faire, de travaux, hein, mais qui ne peuvent pas être faits au sein du bilan. Par exemple, si je fais une performance la semaine d'avant, cette performance-là, je peux pas la montrer au sein du bilan. Je peux la refaire, mais ce sera pas la même. En tout cas, ce ne sera pas une performance qui sera in situ temporellement. Enfin, en tout cas, elle sera refaite. Ce sera une autre performance. Elle ne sera pas la même. Si mon travail, c'est en effet de construire des choses au Groenland, eh bien, mon jury, à moins qu'il aille au Groenland, il ne pourra pas voir ce que j'ai fait parce que ça ne se situe pas dans son spectre de perception. Pareil, si par exemple je veux... si mon art c'est de développer des relations sur un long terme et que c'est par exemple m'occuper de quelqu'un que je connais bien, bah, du coup les jurys je les connais pas donc je peux pas m'occuper d'eux. Il aurait fallu que je passe 1 an avec eux et puis là on aurait pu développer quelque chose, comme on aurait pu construire une relation, mais je peux pas construire une relation avec eux en une demi-heure. Voilà. C'est aussi des gens qui viennent du monde de l'art et peut-être que justement peut-être que j'ai envie de travailler avec des gens qui ne viennent pas du tout du monde de l'art et voilà, et que c'est donc du coup à eux j'ai rien à leur apprendre quelque part. Donc peut-être que ce que je fais c'est aussi dans le quotidien et c'est pas dans un cadre de musée. Donc du coup dès le moment où en fait on l'acte comme musée et comme phénomène artistique, mon objet s'écroule. Donc il y a un ensemble de choses comme ça qui fait que le contexte même de l'exposition, qui est un contexte particulier, est lié aussi à un certain type de travail. Et dès le moment où en fait le travail qu'on fait s'éloigne de ça, bah du coup on peut essayer de le ramener dedans, comme le permet le discours, comme le permet de la documentation. Je pourrais documenter ma performance, etc. Mais cela dit, ce n'est que des pointeurs, ce sont toujours que des choses qui vont pointer vers l'extérieur, et quelque part, ce sera difficilement l'objet. Et si je ne veux montrer que mon travail, et pas montrer justement une image, encore une fois, ou un simulacre, un truc comme ça, parce qu'on risque de me dire, mais non, mais c'est pas comme il faut, c'est pas... Et parce qu'en effet, ce sera pas... Voilà. Bah du coup, ça marche pas. Donc c'est comme si... Et donc du coup, ça fait que si jamais... Donc c'est pas forcément le cœur des codards, même si moi je le ressens quand même un petit peu comme ça, mais c'est parce que je suis quelqu'un d'un peu flippé. Ça fait du coup que... Il y a un ensemble de choses... Enfin, moi je l'ai ressenti comme tel, mais des travaux que je vais faire, mais je vais les faire pas pour le fait de les faire en tant que tel et parce qu'ils sont intéressants en tant que tel. Et après on verra bien ce que j'en fais. Non, je les fais en anticipant tout de suite la manière dont je vais pouvoir en rendre compte dans l'exposition, dans le bilan. Et ce faisant, je vais favoriser et même faire que les boulots que je pourrais en fait valoriser dans le cadre d'un bilan, et tous ceux qui seront difficilement intégrables, ceux qui seront un peu casse-gueule, ceux qui seront pas du tout intégrables parce que ce sera fait, mettons si par exemple ce que je fais c'est une performance en pleine nuit dans la forêt où je suis tout seul et que je prends aucun document, ça serait magnifique à faire, mais pour autant bon voilà, ben, du coup je vais pas le faire parce que je me dis ben, ça sert à rien, je pourrais pas montrer que j'ai fait ça, voilà. Et c'est parce que si je fais que ça toute l'année, à la fin j'aurai rien à montrer. Alors, je pourrais le dire, je pourrais en parler, j'ai fait ça, mais ce serait déjà une documentation. Alors bon, après on peut dire qu'on passe par de la documentation aussi, pourquoi pas. Mais bon, en tout cas c'est comme si ces choses-là ne pouvaient pas en fait être vues. Et donc du coup ils peuvent être difficilement être jugés aussi parce que on va juger quelque chose qui est extérieur au champ de perception. Et bon, et en fait du coup moi ça me fait flipper parce que je me dis mais en fait finalement je vais faire dans l'école uniquement ce qui va pouvoir être... Enfin, je vais en tout cas favoriser dans l'école, et si je suis flippé, je vais faire que ça. Je vais faire uniquement des choses qui pourront être vues dans le cadre d'un bilan, dans le cadre d'un jury. Et tout ce qui va être en dehors de ça, tout ce qui va être en dehors du champ de perception, quelque part, bah, ce sera comme si c'était un petit peu... superflu, en tout cas ça ne sera pas valorisé dans le cadre d'un bilan, et ça fait que si je fais que ça, par exemple, et ben ce sera considéré comme un travail non fait, alors que pourtant c'est un travail. Donc c'est comme s'il y avait une externalité en fait. Voilà. Dans le travail, il y a tout plein de...
enfin en fait il y a plein de travaux possibles, mais il n'y a qu'une partie du travail qui vont pouvoir mener à des images et des productions qui vont pouvoir être intégrées au sein d'un bilan et pas les autres. Donc les autres sont déconsidérés. Il y a un côté un petit peu comme ça, par exemple, je pense avec Silvia Federici, par exemple, qui parle du travail à la maison, du travail domestique, comme un travail qui n'est pas vu, qui n'est pas intégré dans l'économie capitaliste. Notamment, voilà, le travail salarié, lui, le travail de l'homme qui va bosser à l'usine, lui, il est payé. Mais pour autant, le travail qui est fait par la femme, par la femme au foyer, hein, dans ce sens-là, c'est-à-dire de s'occuper des enfants, de faire la cuisine, etc. C'est aussi un travail qui permet en plus au travail salarié de pouvoir travailler comme il faut, mais qui pour autant, comme c'est pas vu, c'est pas considéré, c'est mis à côté, et donc du coup c'est pas compté en fait, c'est pas compté. Et alors que c'est aussi important quelque part. Et on pourrait se dire aussi, bah voilà, après tout, quelqu'un qui ferait ni du travail domestique ni du travail salarié, mais qui par exemple ferait du bénévolat à droite à gauche, qui serait poète ou qui ferait n'importe quelle activité de tel qui ne serait pas monétisée, bah cette activité sera déconsidérée parce qu'elle ne pourra pas être vue du point de vue du marché. Donc c'est comme ça, moi je fais aussi un petit peu le lien avec ce qui se passe dans le cadre d'un bilan, c'est un certain rapport de regard entre le jury, le spectateur. C'est un spectateur qui a le pouvoir, hein, et celui qui produit. Et c'est-à-dire qu'en fait, c'est celui qui est spectateur qui va imposer, ou en tout cas, comme c'est lui qui décide, enfin en tout cas c'est lui qui décide un petit peu de la vie ou du mort, la vie ou de mort un peu de. Enfin, si c'est lui qui décide, si c'est le spectateur qui décide de la, on va dire de la valeur que va avoir le producteur, disons plutôt que si c'est le producteur qui dépend du regard du spectateur, et lui il aimerait que le regard soit bien fait, bon, bah du coup il va s'arranger pour que ce qu'il produise puisse être vu par le spectateur, évidemment, sinon c'est compliqué, et puisse être, si possible, en plus bien vu, c'est vu par la partie du spectateur qui va plaire au désir. Il faut que ce soit vu par le désir du spectateur, en fait. Il y a un côté comme ça. Et donc, si on dépend du désir du spectateur, bah du coup, ça veut dire que quelque part, ce qu'on va faire va être conditionné à son désir. Et quelque part, il y a presque l'idée que c'est le regard du spectateur qui va performer, enfin, qui va créer, qui va faire exister ce qu'on voit. Et il va le faire exister de telle manière que il va du coup faire exister d'une certaine manière ce qu'il va voir, mais en faisant ça, il va empêcher tout ce qui aurait pu exister sans qu'il le voie d'exister. C'est-à-dire que si moi je passe mon temps, par exemple, à produire une super œuvre pour le bilan pour qu'elle soit vue par le jury, eh ben tout le temps de travail que j'aurais consacré à flipper, à faire ce truc-là et à passer mon temps à le produire et tout, parce que je suis un trouillard qui a besoin d'être absolument sûr de passer l'année. Si par exemple je m'étais dit j'en ai rien à foutre après tout puis je fais ce que je veux, j'aurais par exemple bossé à faire des actions que j'aurais pas pu intégrer dans une exposition. Par exemple, j'aurais peut-être passé mon temps à rencontrer plein de gens à droite à gauche, j'aurais fait, je sais pas moi, un truc où j'aurais fait du stop, ou j'en sais rien, enfin bon, un truc que je peux pas documenter, mettons, hein, que je peux même pas documenter ou quoi, mais un truc que je peux même pas réintégrer dans un bilan. Passer mon temps à discuter avec des gens dans l'école, par exemple, donc diffuser des informations à droite à gauche, mais il n'y a pas de preuve de ça. Et pour autant, ça a eu un impact parce que finalement, toutes les discussions que j'ai eues ont nourri aussi le travail de mes collègues, de mes collaborateurs. Et donc du coup, ce que j'ai fait, ça a un impact, mais c'est pas un impact qui peut être vu dans un objet, justement. Et c'est là d'ailleurs, on peut rejoindre aussi l'idée d'objet distribué. Hein, d'ailleurs, hein, voilà, si par exemple je fais un objet distribué, je peux pas tout à fait l'intégrer dans le bilan. Enfin, je peux en montrer une occurrence, mais si par exemple ce que je fais, c'est que je lance plein d'idées à droite à gauche et que de manière oralisée, je peux pas. Ces idées-là, je peux les retranscrire dans le cadre d'un bilan, par exemple, mais je peux pas si mon travail c'est la diffusion même, par exemple, la diffusion même au sein à droite à gauche, quoi. Cette diffusion-là, je peux pas la remontrer, quoi. Il y a aussi un autre exemple. C'était, j'avais fait plein de livres, plein de petites brochures que j'avais écrites, que j'avais imprimées, et je les ai mis sur une table et les gens pouvaient se servir. Voilà. Alors en fait, là c'est marrant parce qu'il y avait un cas un peu double qui fait que si ce que je fais n'est pas très intéressant,
si ce que j'écris n'est pas, enfin en tout cas les gens, si ce que j'écris, les étudiants s'y intéressent pas, bah ils vont pas le prendre, ils vont pas le lire. Donc ça veut dire que si à la fin, sur ma table, j'ai des livres, j'ai les brochures, ça veut dire que quelque part ce que j'ai fait, ça a pas diffusé. Mais si à la fin par contre de la table, j'ai plus rien, si sur la table j'ai que du vide, et que ça veut dire que toutes les brochures ont été mises dans la nature. Donc, ça veut dire que le savoir s'est diffusé et qu'il y a quelque chose qui a été fait. Donc, quelque part, ma proposition artistique, elle est réussie si elle disparaît. Bon, il y a la table, mettons, mais bon, si c'était par terre, quoi. C'est intéressant s'il n'y a plus aucune brochure par terre. Parce que du coup, ça veut dire que tout a été pris, tout a été emmené. Et que du coup, les gens l'ont lu chez eux. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai à montrer dans le cadre après dans l'exposition, dans un bilan par exemple, puisque ce que j'avais à montrer, c'était, enfin, je pourrais montrer les livres, les brochures que j'ai faites, mais en fait, ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est les brochures qui ont disparu. Donc, comment montrer quelque chose qui a disparu? Parce qu'en fait, ça a été mis autre part. Et c'est autre part parce que c'est plus dans le bilan. C'est donc distribué. Hein, l'objet a été distribué. C'est un peu, je sais pas si c'est un hyper objet pour le coup, mais ces brochures-là ne sont plus dans l'espace d'exposition. Elles ont été volatilisées dans la nature. Elles se sont distribuées, elles se sont disséminées. D'un côté de la dissémination aussi, hein, c'est un peu ça. Bon, mais du coup la dissémination, elle peut plus être dans l'espace d'exposition. Donc comment, voilà. Et donc du coup, quelle différence entre, enfin, comme je montre quelque chose qui n'est pas là. Ben en effet, dans le résultat, ça fait que je montre quelque chose où on pourrait me dire mais j'ai pas travaillé. Alors qu'en fait j'ai travaillé à faire autre chose, à faire quelque chose qui n'est plus visible. J'ai travaillé à produire quelque chose mais dans une visibilité autre. Donc pas pour le jury mais pour autre chose. Il y a une sorte de détournement comme ça. Et ça pourtant c'est quand même un travail artistique. Bon. Donc il y a un côté comme ça un petit peu. Hein, donc, il y a le principe aussi donc d'externalité. Hein, donc ça c'est Yann Moulier-Boutan qui en parle, mais je crois que ça vient plutôt de André Gorz, mais je connais mal du tout. Je ne sais pas trop, hein, mais bon, en tout cas, je suis pas sûr que ce soit André Gorz. En tout cas, c'est un truc qui a l'air lié à l'écologie politique et qui dit que voilà, en fait, dans une production d'un travail, un travail va produire. Bon, je sais pas si c'est une internalité, mais va produire quelque chose qui va avoir une production notamment qui aura une valeur économique. Donc c'est ça qu'on va valoriser justement. Sauf qu'il y a aussi des externalités à ça. C'est qu'en fait, c'est pas simplement, voilà, si je produis par exemple une toile de peinture, une toile de peinture, mettons, on va dire que c'est un objet économique. Hein, je produis une toile de peinture pour la vendre. Hein, bon. Ça va produire, mettons, 1000 euros. C'est une toile de peinture qui, voilà. Ça coûte 1000 euros, une table de peinture, à peu près. Je sais pas combien ça coûte, mais bon. Et bon, ça coûte 1000 euros. Mais en fait, dans ces 1000 euros-là, quelque part, il y aura d'autres choses qui ont été faites. Peut-être que par exemple, ça coûte pas que 1000 euros. Il y a 1000 euros, mais il y a aussi, en faisant ça, j'ai aussi acheté des tubes de peinture à l'artisan du coin. Donc du coup, lui, ça a créé une autre production économique parce qu'il a dû produire aussi la peinture pour pouvoir que moi j'ai ça. Et puis en même temps que j'ai produit cette peinture-là, bah moi ça m'a coûté entre guillemets, je sais pas moi, une trentaine d'heures par exemple. Et puis aussi ça m'a fait donner des idées et ces idées-là j'ai pu donner à quelqu'un d'autre qui va en faire autre chose. Et puis aussi quelque part peut-être que je suis pas très écolo et puis que la peinture que j'ai utilisée, je l'ai versée dans l'évier, même un petit peu dans la rivière. Oh, c'est pas très gentil. Et donc du coup il y a plein de poissons qui sont morts. Et ça fait du coup ça fait qu'il y a plein de pêcheurs qui n'ont pas pu pêcher de poissons parce qu'ils sont morts. Et puis aussi ça a fait que de toute manière, l'environnement a eu un espèce de ça a niqué l'environnement quoi. Donc quelque part quand on a acheté la peinture, ça a peut-être coûté 1000 euros. Ça a peut-être produit 1000 euros ou ça a coûté 1000 euros, mais ça produit plus de choses que simplement 1000 euros. Ça a produit aussi la nature qui s'est cassée la gueule, ça a produit de la pensée, ça a produit un circuit économique en amont, enfin, en fait, ça a produit beaucoup de choses. Sauf que quand on parle uniquement de la vente de l'objet de 1000 euros,
uniquement le moment de l'exposition de la peinture et le moment où elle est achetée, enfin le moment de l'achat et le moment de la vente qui est justement un petit peu, je te donne une image et en même temps tu as de l'argent, bon, et ben on prend pas en compte toutes les externalités qu'il y a autour. Et voilà. Et donc du coup, ce sont ces externalités-là qui moi m'intriguent parce que je me dis mais qu'est-ce que c'est ce truc? Et en fait, et c'est pareil aussi par exemple dans pour la marchandise. C'est-à-dire que un ouvrier va produire de la marchandise avec des machines et tout ça. Et en fait, peu importe si ce qu'il fait ça lui plaît ou pas, peu importe s'il va se casser un bras ou un truc comme ça, parce que ce qui compte c'est la marchandise en fait, c'est ça. Et donc du coup, ce qui compte c'est que on va être prêt à tout pour rendre notre truc plus efficace, plus fonctionnel, plus linéarisé, sans se rendre compte que ce truc plus fonctionnel, plus linéarisé en fait, est une manière d'enlever d'autres fonctions. Un ouvrier par exemple qui faisait, un artisan qui faisait 3 chaises par mois, en effet, un ouvrier, peut-être qu'il en fait 10 fois plus. Mais en même temps, l'artisan, lorsqu'il faisait ça, du coup, il n'était pas malade, il avait du temps pour rêvasser, pour imaginer des choses, pour vivre, et en fait, il y avait beaucoup de choses. Et l'ouvrier, même s'il travaille plus vite, pour autant, c'est comme si dans l'artisan, il y avait plein de vision dans l'existence, un petit peu, il fait 3 chaises, mais il peut aussi rêver, et puis il peut aussi discuter avec d'autres artisans, et puis il peut aussi faire... Voilà, donc en fait, il y a un ensemble de production sur différents plans, et en fait, l'ouvrier, par contre, il a qu'une seule production sur un seul plan, et c'est comme si cette production-là n'était pas simplement une efficacité, mais c'était une manière de rabattre toute cette production qu'il y avait sur différents plans, de la rabattre sur un seul, et se dire, il n'y a que ça qui compte. Bon, et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un truc comme ça avec le bilan aussi. C'est-à-dire que en école d'art, je peux discuter avec des gens, propager de la pensée, je peux faire de la musique, faire de la peinture, n'importe quoi, je peux faire de la technique, je peux m'occuper de moi, faire de la thérapie, je peux aller voir mes parents, je peux faire... Voilà. Et en fait, d'un seul coup, c'est comme si toutes ces choses-là qui étaient à leur manière des formes de production, des productions qui sont peut-être plus ou moins intéressantes, plus ou moins acceptables, plus ou moins utiles. Peut-être qu'en effet, aller voir ses parents, c'est peut-être pas quelque chose de super bien, je sais pas. Peut-être que bien manger, c'est pas forcément super intéressant. Peut-être que passer son temps devant l'ordi, c'est pas non plus terrible, bon, je sais pas. Mais que dès le moment, justement, où il y a une activité qui prend le pas sur les autres, et que du coup, c'est celle-là, il y a que celle-là qui est considérée, et qui est vue, et qui de plus en plus, quelque part, enfin, où on demande d'être de plus en plus performant, parce qu'il y a que ça qu'on voit, qui est notamment celle qui apparaît lorsqu'on fait un bilan, du coup ça veut dire que tous ces plans-là, tout le temps que j'ai pu investir sur tous ces différents plans, je ne peux l'investir que sur une seule droite, qui est justement l'apparition dans le bilan. Et du coup, c'est là où ça me gêne un petit peu, parce que je me dis, mais comment on fait pour éviter ça? Comment je fais pour justement... et je pense que c'est le problème aussi, parce que ce truc-là, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un modèle qui permet de comprendre... c'est un modèle qui est à l'image, qui est un certain rapport de domination, enfin de rapport de pouvoir, et qu'on peut généraliser en fait à la société du contrôle justement, et aussi au contrôle de mathématiques, à n'importe quel type de contrôle. À chaque fois qu'il y a un contrôle par quelqu'un dont on est dépendant en fait, et pour comprendre cette interaction là, bien sûr. Le premier pas, ça serait de se dire, en quoi j'ai besoin d'un diplôme, en quoi j'ai besoin d'argent. C'est déjà le premier point. Mais en même temps, justement, si on en a besoin, ça conditionne ça. Parce que je suis envie de voir aussi, c'est justement de se dire que quelque part, la seule manière à moins de trouver des contre-coups ou quoi, pour faire une image authentique, pour faire une image entre guillemets, en tout cas indépendante, il faut justement ne pas dépendre d'un diplôme ou d'un truc comme ça. Du coup, ça me semble compliqué. Mais pour tout, en fait, ça veut dire que quelque part, que si un artiste est payé, la production qu'il fait, tant qu'il sera dépendant de cet argent-là, ou qu'il ne pourra pas ne pas l'avoir, ou tant qu'il sera dépendant d'une reconnaissance, tant qu'il sera dépendant de quelque chose dedans, du coup, ce sera forcément un peu intéressé à ce qu'il fait. Mais c'est juste normal, hein. Enfin, c'est pas non plus... Voilà. Mais c'est ce truc-là. Et donc je me dis, mais est-ce qu'on peut pas justement faire des propositions un peu artistiques ou quoi qui permettraient de s'émanciper de ce rapport-là? Parce que du coup, quoi qu'on montre, quelque part, le problème, c'est déjà ce rapport-là qui est là. Bon.
Et je crois que c'est quelque chose qui est même l'essence de base du capitalisme et qui se construit aussi, parce que ce qui se construit dans un rapport, dans ce rapport marchand, ça serait vraiment ça, ce rapport marchand, c'est-à-dire cette dépendance au désir du consommateur, qui fait que les producteurs ne produisent pas parce qu'ils ont envie de produire, parce qu'il y a quelque chose dans un plaisir là-dedans, mais il y a, en fait, c'est que le travail est aliéné à la consommation. Et c'est pas l'inverse. C'est pas la consommation qui s'aliène au travail. Et là, ce serait intéressant d'avoir ça, parce que du coup, on aurait une consommation, on aurait on va dire, un travail qui serait sincère, et on aurait la consommation, la production de ça qui serait une image contingente à ça. Mais c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est l'image qui est... Enfin, est-ce que c'est le travail contingent? Oui, c'est qu'il y a un travail qui est nécessaire, un travail qui dans un cadre du capitaliste, il y a l'idée que c'est le travail qui est nécessaire, le travail qui est important, que non, dans le principe capitaliste, c'est quoi? Dans le principe capitaliste, c'est ce qui est nécessaire, c'est l'image. Il faut produire de l'image, il faut produire de la marchandise, il faut produire quelque chose parce que les gens, il faut qu'ils consomment, etc. Donc il faut produire. Et donc du coup, le travail est contingent à ça. Le travail est contingenté à ça. C'est-à-dire que non, c'est même pas ça d'ailleurs. C'est pas qu'il est contingent, c'est que le travail est aliéné à ça. Le travail dépend. Le travail dépend de l'image qui doit être produite. Mais dans un autre cadre, on pourrait penser qu'est-ce qui se passe si justement, quelque part, ce qui compte, c'est pas ce qui est produit. Ce qui compte, c'est le travail lui-même. Et ce qui est produit dépend du travail qui est fait. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut accepter justement que quelle que soit l'image, c'est pas important parce que ce qui est important, c'est le travail. Et donc, l'image devient contingente. Parce qu'elle peut ou elle peut ne pas être. Tout comme si, parce que là-bas c'est pareil, c'est pour l'image, dans le cadre du capitalisme, c'est le travail qui est contingent à l'image. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait l'image, c'est qu'il y ait la marchandise, et le travail là-dedans est contingent à ça. C'est-à-dire que le travail est conditionné à ça. Et il pourrait ne pas être ça, qui pourrait être fait par des machines ou quoi. Bon, je suis pas trop sur ce truc-là de contingenté, mais en tout cas c'est utilisé dans le terme de réalisme spéculatif. Bon, bref. Donc du coup, c'est comme ça aussi qu'on peut comprendre le rapport au silence. C'est-à-dire, quand je parlais du coup de la dissémination, là par exemple des papiers ou quoi, des brochures, bah, si les brochures disparaissent, c'est qu'elles sont ailleurs. Donc du coup, on ne voit rien, il y a du vide, elles ne sont pas là, mais si elles ne sont pas là, c'est parce qu'elles sont ailleurs. Ça marche comment? Et notamment, je pense du coup au silence chez John Cage. John Cage, du coup, la musique n'est plus dans la partition. Et c'est comme si la musique n'était plus dans la partition, mais elle était ailleurs, notamment dans la salle. Voilà. Et c'est comme si on changeait de plan, comme s'il y avait un plan où on avait l'habitude de voir la musique, et d'un seul coup, elle n'est plus là où on la voit d'habitude. Donc du coup, on se dit, mais ouais, où est-ce qu'elle est? Donc du coup, il faut qu'on regarde ailleurs. Il faut que le public, enfin le spectateur, déplace son regard. Parce que dans son regard, il n'y avait plus ce qu'il fallait. Donc du coup, c'est à lui de se déplacer un petit peu. C'est la rend responsable de ça. Et je me dis, c'est un petit peu pareil. Si par exemple, voilà, je fais une performance une semaine après le bilan, bah, du coup, le jury va se dire, bah tiens, ok, en fait, s'il n'y a rien à voir là, peut-être parce que c'est pas le bon moment et qu'il faut que je revienne dans une semaine. Bon, c'est difficile à deviner, hein, c'est clair. Mais en tout cas, il y aura ce truc-là, de se dire, bah voilà, il y a un silence, ici c'est un silence qui est temporel, ça peut aussi être un silence spatial, c'est-à-dire que, te dire, voilà, bon, là, je vois pas le travail, mais parce que peut-être qu'il est au Groenland. Bon, et donc je vais aller au Groenland. Bon, bon courage. Et donc le silence peut être vu comme ça. Le silence peut être vu pas comme rien forcément, mais comme le fait qu'il y a eu un déplacement en fait, et que plutôt que de se concentrer à un endroit, en fait on regarde pas au bon endroit, mais il faut regarder à un autre endroit. Et c'est comme si du coup on pouvait envisager, il y avait l'idée d'un plan complexe, c'est-à-dire que
d'habitude, on essaie de regarder selon cet axe-là, par exemple. Ça, c'est le plan des réels. Sur le plan réel. Bon, j'ai pas fait le truc encore sur l'élection des mathématiques, mais bon. Bon, et en fait, voilà, donc le plan réel, il est noté 0, 1, 2, 3, etc. Bon. Et en fait, normalement, c'est sur cet axe-là qu'on essaie de voir quelque chose. Voilà, on essaie de voir, de classifier aussi en plus les actions. Bon. Mais on essaie de voir, voilà, où est le travail, où est le truc. Bon, voilà, comment je peux le. Mais du coup, si on voit rien, on se dit, mais il n'y a rien qui arrive ici. En fait, il n'y a pas rien pour le coup. Pas forcément rien, parce que peut-être que le travail, en fait, il se situe pas sur cet axe-là. Peut-être que ce travail, il est ici, en fait. Voilà. Et qu'en fait, il faut le comprendre uniquement dans un plan. Dans un plan en 2 dimensions. Ou en 3 ou en 4. Parce que directement sur cet axe-là, il n'y a rien. Et qu'en fait, on pourrait se dire, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans une exposition? Je mets des brochures. Et ben, les brochures sont ici, elles sont sur l'axe réel, entre guillemets, sur l'axe exposition, ici. Hein. Et puis, ces brochures-là, elles vont être distribuées. Donc en fait, elles vont être distribuées et elles vont être mises dans différents endroits, enfin, dans différents trucs. Et en fait, elles vont s'écarter de cet axe-là, cet axe réel. Donc soit elles vont être mises dans un autre espace, dans le même. Elles vont être déplacées à l'espace d'exposition, mais elles vont aussi être déplacées en dehors, à des endroits où l'espace d'exposition n'a pas lieu. C'est-à-dire qu'elles vont être sur l'axe I, ici. L'axe des complexes. L'axe des nombres latéraux. Des nombres imaginaires, enfin, les nombres imaginaires, à la base, ça s'appelait des nombres latéraux. Enfin, ça s'appelle aussi des nombres latéraux. Ce qui est assez, peut-être plus joli que nombres imaginaires. Plus précis, je trouve. Bon. Et en fait, voilà. Donc du coup, on a comme ça, quelque part une sorte de composition. C'est-à-dire que les livres ont été déplacés, mais ils ont été déplacés en dehors de l'espace d'exposition. Bon. Et en fait, ces livres-là, on pourrait se dire aussi, après tout, ils pourraient aussi traverser l'espace d'exposition. Parce qu'on pourrait se dire, par exemple, qu'est-ce qui se passe si... Donc on considère l'espace d'exposition, finalement, il y a un endroit qui est l'espace d'exposition, et autour, il y a l'espace qui n'est pas l'espace d'exposition. Et c'est comme s'il y avait des livres qui étaient dans l'espace d'exposition et qui avaient été déplacés en dehors de l'espace d'exposition. Il y a le côté in situ et ex situ. Qu'est-ce qui se passe si, maintenant, on considère un déplacement? Par exemple, je suis dans l'espace d'exposition et je vais en dehors de l'espace d'exposition, puis je re-rentre dans l'espace d'exposition. C'est comme si j'avais été vu une fois dans l'espace d'exposition, dans le cadre de l'espace d'exposition. Ensuite, je sors, je ne suis plus dans le cadre du regard de celui qui regarde l'espace d'exposition. Ensuite, je re-rentre et là, je peux être vu. Voilà, c'est comme si, je le faisais ici, voilà. Là, on me voit, hop. Bon, là, on ne me voit pas, on m'entend parce que je suis en voix. Bon, je suis en voix hors champ, mais voilà. Et là, je re-rentre dans le champ. Voilà. J'existe, mais seulement du point de vue de celui qui regarde, j'étais dans le cadre, je suis sorti du cadre et je suis revenu. Donc c'est comme si j'étais passé dans le plan latéral, j'étais dans la latéralité, j'étais passé à ce niveau-là, hop, et puis je reviens. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre, je pense, le discontinu. C'est-à-dire que si je suis dans le cadre, il n'y a pas de raison que j'en sorte, il n'y a pas de raison que je disparaisse et que je réapparaisse. Il n'y a pas de raison que temporellement il y ait des coupures comme ça. Aucune raison de ça, ça semble très bizarre. Par contre, si on ne regarde pas complètement ma trajectoire et qu'on s'intéresse que à ce qu'on peut voir dans ce cadre-là, il y a un moment où je disparais, un moment où je réapparais. Et en fait, peut-être que tous les moments, peut-être que justement les choses qui sont dans de la discontinuité, c'est-à-dire que des moments d'apparition, disparition, ou des moments où il y a un truc qui commence, qui finit, et puis ça s'arrête, après ça reprend. Peut-être que justement, c'est parce que on a effectué une coupe et qu'on ne voit qu'un bout de ça et qu'il y a une partie qu'on ne voit pas parce qu'elle est située au dehors, sur un autre plan, sur une autre dimension, sur autre chose. Et en fait, du coup, c'est là où on peut se dire, finalement, quand on fait des actions qui ne sont pas visibles par le cadre du bilan, c'est parce qu'elles sont sur cet autre plan. Elles sont considérées en plusieurs dimensions de production, pas simplement la production qui va être faite et qui pourra être vue dans le cadre d'un bilan, sur l'axe ici réel, pas simplement la production qui pourra être vue sur l'axe économique, par exemple, comme le serait le marché un petit peu, mais tous les types de production qui sont sur différents axes, à différents niveaux, et qui forment une trajectoire en plusieurs dimensions, à plusieurs endroits. Et de ça, par contre, c'est vrai que forcément, on ne va pas pouvoir voir un ensemble cohérent.
on va pouvoir en voir qu'une petite partie en effectuant une coupe. Et si on veut le voir, faudra accepter d'en voir que une perspective, d'en voir que un bout. Donc forcément, il y aura des fragments, il y aura quelque chose qui sera parcellaire, et peut-être même qu'on ne verra rien du tout, parce que peut-être qu'on n'aura pas traversé du tout l'espace d'exposition. Mais il y a ce truc-là de considérer que ça traverse. Ça peut être complètement à l'intérieur, bien sûr, mais si c'est quelque chose qui est sur justement un plan complexe, entre guillemets, c'est pas forcément uniquement sur le seul axe. Ça peut être en dehors de ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe en effet quand on demande à ce que les choses soient sur l'axe d'exposition? Eh bien, quelque chose qui est ici, on va le demander à le ramener sur l'axe ici. On va le demander à le ramener ici. Et ce que fait le discours, c'est que c'est le discours ou un document ou n'importe quoi, c'est que c'est quelque chose qui est sur cet axe-là, qui va pointer, qui va essayer de faire une image, et qui va essayer de projeter ça, que ce qu'il y a là va essayer de le projeter là-dessus. Mais bon, encore une fois, on est toujours dépendant de cet axe-là. On est toujours en train de tout ramener à cet axe-là qui est l'axe du regard occidental, peut-être, je ne sais pas si ça veut dire ça. Et on veut toujours tout conditionner par rapport à ce regard-là. Et ça montre surtout qu'on est dépendant de ce regard-là. Et justement, ce processus-là qui fait que tout doit être ramené à cet endroit-là, c'est peut-être justement ce qu'on peut appeler le spectacle. C'est-à-dire l'aliénation au fait que les choses doivent apparaître. Les choses doivent absolument apparaître. Et donc du coup, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Donc moi je me dis, voilà, c'est des moments où on peut disparaître, c'est-à-dire où on n'est pas obligé d'être là, mais on peut être partout ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut apparaître parce qu'on peut être là, c'est pas grave, mais on peut aussi être ailleurs si on veut, parce que ce qui compte, c'est tout le plan, c'est tous les endroits, tous les chemins qu'on peut faire, pas uniquement ceux qui sont là-dessus, sinon c'est assez terrible, quoi. Et ben c'est là justement où il y a une forme de liberté, quoi. Mais il faut pouvoir ne pas apparaître, parce que si justement ce qu'on fait est conditionné à l'image qu'on en renvoie, ça fait qu'on ne peut que être sur un seul axe, c'est-à-dire l'axe qui est rendu visible. Bon. Et cette question de visibilité, c'est-à-dire d'injonction à la visibilité, d'imposition de la visibilité, donc il y a par exemple en école d'art, mais qu'il y a aussi dans un peu tout, du coup dans le travail, il faut être visible, c'est-à-dire qu'il faut que notre travail, il faut qu'on puisse prouver qu'on a travaillé. Donc il faut qu'on puisse donner une image, une preuve de notre travail, il faut prouver ça. Mais dès le moment où il y a une preuve, en fait, ce qui compte, c'est que le problème, c'est que du coup, le travail, enfin ce qui va être fait, va être fait pour qu'il y ait une preuve. Voilà. De la même manière que dans le cadre d'un diplôme ou du bac, par exemple, je vais pas apprendre le bac ne va pas être là pour pouvoir simplement mesurer de manière extérieure et complètement objective ce que j'ai appris pendant l'école, mais c'est bien l'inverse. C'est que ce que j'ai appris pendant l'école va être fait précisément pour pouvoir passer l'appareil de mesure. Et c'est ce qu'on voit maintenant aujourd'hui d'ailleurs, hein, c'est que les formes d'apprentissage pédagogique scolaire, que sont notamment la dissertation, je sais pas si on va peut-être passer à des QCM, je sais pas, mais sont faites pour être mesurées. Et que justement tous les formats qui sont justement difficilement mesurables, qui vont être par exemple, je sais pas, bon, voilà, on peut dire que la production d'affects, d'émotions, la production même de textes ou de romans, même si les romans sont quand même acceptés tout maintenant, mais tout ce qui est difficilement mesurable, c'est difficilement intégrable aussi, parce que justement, ça passe pas. Et c'est pour ça aussi que il y a cette espèce de contradiction en école d'art qui fait que on veut justement utiliser un processus d'évaluation à un endroit où justement en fait on ne devrait pas censé avoir ce truc-là, parce que c'est bizarre, quoi. Donc du coup on normalise. Bon, et donc c'est le principe un peu de l'école, quoi. Et je pense que bon, ce principe du spectacle, il est présent dans le rapport même du contrôle, et qui est un certain rapport au regard. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Bon, je sais pas si j'ai là, donc du coup, objet distribué, c'est justement, voilà, on distribue sur ce plan différentes choses. Donc il y a une distribution voilà, c'est comme ça aussi qu'on peut le voir. Donc c'est pour ça aussi qu'on n'arrive pas à le concevoir et à le comprendre, parce que c'est pas sur cet axe-là, c'est pas sur l'axe traditionnel de la perception. Bon, alors du coup, pourquoi réalisme spéculatif? Ce que donc parle au début. Dans l'idée du réalisme spéculatif, il y a l'idée que le réel, c'est ce dont on n'a pas, enfin, c'est ce qui n'a pas besoin de nous, justement. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui se passe pour un jury, pour un spectateur? Si en tant que candidat, j'ai besoin du jury, j'ai besoin de son accord et j'ai besoin qu'il me note, etc., qu'il mette une bonne note, du coup, ce que je fais, c'est pas réel. En tout cas, je ne serai pas leur réel. Je serai
à répondre à leur attente. Je vais répondre à apparaître pour eux, quelque part. Voilà. Une manière, quelque part, et du coup, moi, je trouve ça même assez gênant, parce que du coup, c'est-à-dire qu'en tant que jury, quelque part, c'est eux-mêmes qui vont, alors, c'est jamais aussi, voilà, mais c'est dans un seuil de tolérance, quelque part, c'est eux qui vont aussi produire ce qui va être montré. Il y a un côté comme ça. En tout cas, ça va être produit par rapport à eux, en tout cas. C'est pas qu'ils vont le produire tout seuls, mais c'est eux qui vont, on va dire, aiguiller et qui vont canaliser ce truc-là, parce que ça va être canalisé pour eux. Et en fait, c'est assez terrible, parce que même moi je me dis, mais en tant que spectateur, c'est terrible, parce que si moi aussi je produis ce que je regarde, bah c'est terrible, parce que du coup, comment je peux savoir ce que c'est que la vérité, ce que c'est que le réel, etc. Parce que du coup, mes perceptions sont faussées, parce que mes perceptions vont créer le réel, vont créer ce que je vais voir. Et même plus que ça, elles vont le créer et elles vont rabattre. C'est-à-dire que non seulement cet axe-là, je vais, comme moi je peux voir que ce qu'il y a sur cet axe-là, les choses vont venir sur cet axe-là pour moi, mais donc du coup elles vont se transformer, elles vont être réduites, et en même temps ça va vider tout cet espace-là, c'est-à-dire que ça va vider toutes les dimensions sur tous les côtés pour se mettre uniquement sur un seul axe. Tout comme quand je vais acheter des marchandises les moins chères possibles, finalement tous les secteurs de production qui auraient pu être permis par quelqu'un qui aurait été payé super cher, et parce qu'il aurait du coup eu du temps libre, etc., s'occuper de ses gosses, tout, non, et paf, toutes ces choses-là, elles vont être abattre sur la production de la marchandise, et donc moi j'aurai la marchandise que je veux, mais quelque part, je vais réduire aussi toutes les externalités, je vais les conditionner, je vais aussi, mon regard va conditionner ce que je regarde, mais va aussi conditionner ce que je ne regarde pas, parce que c'est lié aussi. Et donc justement, donc du coup une proposition, ça serait de se dire, il faudrait pouvoir accepter que ce que je regarde n'a pas besoin de moi. Il faudrait mettre en place les conditions pour ça, mettre en place les conditions pour que, en tant que jury, du coup c'est compliqué parce que déjà dans le principe c'est ça, mais voilà, c'est que de telle manière que le candidat puisse montrer, ou pas d'ailleurs, mais puisse effectuer un travail, et que moi en tant que spectateur, je puisse avoir accès à une trace de ce travail-là, mais cette trace de travail-là n'est pas faite pour moi, parce qu'on n'a pas besoin de moi, et que c'est autonome, entre guillemets pour le coup vraiment, et que peut-être que cette trace-là, elle sera complètement illisible, parce qu'elle ne sera pas destinée à ce qu'elle soit lue pour moi. Voilà. Parce que ce sera quelque chose, une trajectoire, quelque chose n'importe quoi, qui sera fait dans un plan, et moi je n'ai accès qu'à un seul de ces plans-là, entre guillemets. Voilà. Ça serait aussi illusoire, quelque part, de demander à un raton laveur de parler français. Le raton laveur ne parle pas forcément français. S'il veut l'apprendre, c'est super. Bon, mais s'il ne parle pas français, je ne peux pas dire, voilà, je ne comprends pas le raton laveur parce qu'il ne parle pas français. Bah oui, mais bon, c'est pour ça que je vais le tuer, en fait. Il a le droit à une indépendance, et si je veux m'intéresser à lui, c'est à moi d'essayer de ne pas être sur cet axe-là, mais d'essayer de découvrir les autres axes, les autres manières, un petit peu. Parce que si j'impose, par contre, aux ratons laveurs de parler français, et que finalement, il n'y a que les ratons laveurs qui parlent français qui auront à manger, et les autres, je leur donne pas à manger parce que du coup, ils n'auront pas leur diplôme, ou ils n'auront pas de salaire, ou je sais pas quoi, bon. Ça fait que, du coup, les ratons laveurs vont être obligés de parler français, ou alors il n'y en aura plus, simplement, parce qu'ils ont besoin de moi. Voilà. Donc, dès le moment où quelque chose a besoin de moi, quelque part, il n'est pas sincère. Voilà. Et donc la sincérité ne peut arriver que de moment où il n'y a plus ce besoin. La sincérité ne peut arriver, l'authenticité entre guillemets, c'est un terme qui est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Enfin, je sais pas, je me méfie un peu de ce terme-là. Mais sincérité, j'aime bien. L'idée, voilà, que ça ne peut arriver que si on se situe en dehors d'un rapport de pouvoir, en dehors d'un rapport, en tout cas, de dépendance de l'autre, et que dans un cadre, voilà, d'indépendance, quoi. Et c'est comme ça qu'on peut accéder justement à un rapport au réel. C'est aussi un rapport métaphysique, c'est pas juste un rapport de politique, c'est aussi un rapport métaphysique important. Donc voilà, je sais pas si j'ai dit tout ça. Bon. Et donc du coup il y a la question de la distance, c'est-à-dire que du coup c'est comme si quand je regardais quelqu'un et qu'il avait besoin de moi, il était un peu obligé de se rapprocher de moi jusqu'à une certaine limite, jusqu'à ce qu'il soit pas il va se rapprocher autant qu'il est dépendant de moi, voilà. Et puis bon, après il y a aussi une question en effet de tolérance, etc. Mais ça n'empêche que tant qu'il y a ce rapport-là,
il y a une certaine distance qui peut pas lâcher. Il y a un côté où disons que c'est plutôt comme si quelqu'un qui est vraiment autonome, quelqu'un qui est vraiment qui fait sa vie, qui fait son travail et qui n'est pas dépendant de la réception de son travail, parce que ce qui compte c'est son travail lui-même et pas l'image que ça renvoie. Ce qui compte c'est l'être de son travail et c'est pas l'image de son travail. Il n'a pas à aliéner l'image de son travail à sa réception. Bon, dans une certaine mesure, il peut quand même faire des efforts, etc. Hein, mais bon, ça serait quand même une forme d'aliénation, mais compréhensible. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut absolument aucune aliénation. Mais ça conditionne aussi justement en partie son travail. Et ça veut dire que quelque part, quand quelque chose est complètement lisible, soit ça tombe bien parce que du coup, moi du coup je peux le lire. Enfin, c'est quelque chose de complètement lisible. Ça veut dire que il est proche de moi et que je peux y accéder. Mais est-ce qu'il est proche de moi parce que du coup, quelque part, c'était l'autre est proche de moi, ou est-ce qu'il est proche de moi parce que l'autre a fait le trajet de venir jusqu'à moi parce qu'il était dépendant de moi? Si ce que je lis par contre est illisible, bon, alors, ça va être une manière de faire ta provocation, etc. Bon, mais en tout cas, c'est une distance qui est là, et cette distance-là, elle prouve aussi d'une certaine manière que je suis pas dépendant de ça. Il n'y a pas cette, enfin, elle fait que l'autre n'a pas besoin de moi parce que il produit quelque chose sans que ce qu'il produit est singulier, sans qu'il soit dans une dépendance par moi-même et sans qu'il soit une image qui va faire pour que moi je puisse le lire facilement, etc. Donc justement, le fait d'être une grande distance, ou en tout cas d'assumer une grande distance, il ne s'agit pas forcément de la faire exprès, mais en tout cas le fait d'assumer une grande distance, ça permet aussi de pouvoir retrouver peut-être une distance originelle qu'il y avait entre les autres. C'est comme, il y a un côté, voilà, de quelque part, si tout le monde est sur cet axe-là, du coup, enfin, tout le monde va se mettre sur cet axe-là parce que tout le monde a besoin d'être reçu, mais qu'en fait, bon bah voilà, des moments où quelqu'un se met ici, ou ici, ou ici, il n'est pas forcément visible ou perceptible par celui-ci, de la même manière que si mon travail, par exemple, je ne veux pas l'exposer à l'école, mais je veux l'exposer au Groenland ou dans une forêt ou quoi, bah, ça m'offre un plus grand champ d'action, et puis ça me permet d'être plus proche de moi, entre guillemets, donc, et en même temps, ça oblige forcément à faire, ça offre plus de distance. Il y a une distance entre ça et l'espace d'exposition. Et donc du coup, plus on, enfin c'est plutôt, il ne s'agit pas de faire une distance à tout prix, mais disons que plus on peut se permettre d'avoir une distance avec l'institution, plus on peut ne pas être collé à l'institution, plus on peut être plus soi-même, entre guillemets. En tout cas, plus on peut être plus proche de ce qu'est là. On n'est plus soumis à l'image. Voilà. Parce que du coup, l'image n'est plus soumise à sa réception. En fait, c'est ça que ça veut dire. Il y a un côté comme ça. Bon. Donc voilà. Et quelque part, ça rejoint du coup un petit peu ce principe de, je crois, hein, peut-être, hein, mais de réalisme spéculatif, dans le sens où ce qui compte n'est plus le seul rapport sujet-objet, ou en tout cas spectateur et le spectateur et ce qu'il voit, mais aussi simplement que ce truc-là entre ce que voit le spectateur voit quelque chose, en plus ce serait de la fiction, ça, ils appellent ça du coup la fiction. C'est-à-dire que quand le spectateur voit quelque chose, c'est de la fiction, parce que du coup ce qu'il va voir, si ça dépend de lui, bah, du coup ça va être fait pour lui. Donc du coup ça va être fictionné pour lui un petit peu. Donc il va fictionner quelque chose. Et moi ce qui me fait chier, c'est qu'en plus, non seulement il fictionne ce qu'il voit, mais en plus il va fictionner ce qu'il voit pas. Parce que du coup ça crée ce déséquilibre-là. Ça crée par opposition enfin, les choses qu'il ne voit pas vont se rabattre pour être vues si elles dépendent aussi de lui. Enfin, en tout cas, plus on dépend de lui, plus tout se transforme par rapport à lui en fait. Bon. Mais justement, c'est des moments en fait où les choses ne dépendent pas de nous, que le réel du coup peut apparaître. Et donc dans ce cas-là, ce qu'il faudrait faire, c'est comment faire en sorte que les choses ne dépendent pas de nous et que l'autre ne dépende pas de soi, en fait, et que du coup je puisse regarder l'autre sans qu'il dépende de moi. Et donc en fait, une pratique documentaire, ça serait regarder quelque chose qu'on ne contrôle pas, justement.
Et ça rejoint donc cette phrase-là je sais pas si c'est Clément Rochet ou autre chose, mais qui est le réel, c'est ce qu'on ne contrôle pas. Moi j'étais parti de ce truc-là à la base. Le réel, c'est ce qu'on ne contrôle pas. Dès le moment où on contrôle quelque chose, c'est plus du réel. Et c'est là où c'est en fait un peu angoissant, parce que du coup, l'art ne peut être que de l'art et pas du réel, justement. Donc en fait, l'art, serait voilà l'antithèse du réel, mais il y aurait quand même possibilité de faire du réel. Mais le réel serait une pratique qui se situerait du coup au niveau de celui qui regarde. Pas tant celui qui fait, mais celui qui regarde surtout. Bon voilà, je vais arrêter là. Finalement, c'est assez cohérent, hein, mine de rien. Et c'est pour ça aussi que du coup, que lors du dernier bilan, et que je réanalyse en permanence, de manière plus ou moins de mauvaise foi, parce que ça m'avait un peu énervé, mais bon, je m'étais énervé tout seul aussi, où je parlais de sincérité, de choses comme ça, où j'essayais justement de mettre une distance, et de trouver aussi d'être... Enfin, pas forcément d'être illisible, parce que illisible, c'est toujours relatif à quelque chose. Bon, bah, ce que je fais, c'est lisible pour certaines personnes et pas pour d'autres, mais plutôt de me dire que voilà, j'essaie d'être indépendant, d'être autonome, parce que c'est qu'à cette condition-là que ce que je peux révéler sera réaliste. Et pas fictionné, justement, pas fait pour l'autre. Et que si je dépends justement d'un diplôme, d'un jury, n'importe quoi, du coup ça marche pas. Et si j'expose quelque chose alors que j'ai pas envie de l'exposer, quelque part ça va pas être sincère ni honnête. Et il faut que il faut presque que ce qui soit exposé le soit sans faire exprès, ou en tout cas le soit sans qu'on attende quelque chose. Il faudrait pouvoir il faudrait pouvoir dévier les flux de désir là-dessus. Bon, je coupe là.